Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de LSA Direct, le 18e. L'émission d'actualité du Soir d'Algérie a lieu cette semaine entre deux dates de notre histoire. Le 17 octobre 1961, les ratonnades d'Algériennes et d'Algériens dans Paris, la ville dite Lumière, capitale d'un pays rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme. Et puis, il y a cette autre date, le 1er novembre, date phare, la date dans le mémoriel algérien et mondial, celle du déclenchement de la guerre de libération nationale. Il nous est donc apparu tout à fait naturel d'inviter aujourd'hui, ici, sur ce plateau, l'un de ceux qui symbolisent le mieux ces deux dates. Mohamed Rafir, bonjour. Merci de l'invitation. Quand je dis Mohamed Rafir, tout le monde ne percute pas tout de suite nécessairement. Mais il suffit de dire Mouhklichi, et là du coup, les visages et les mines s'éclairent. Donc, va pour Mouhklichi, si vous le permettez. Et tout de suite, cette première question. 17 octobre 61, 17 octobre 2020, 59 ans. Et sur la question mémorielle, finalement, la France officielle patine toujours. Elle est toujours aussi frileuse. Là, cet événement 17 octobre 61, je pense que c'est l'histoire qui le dit, ce n'est pas moi, mais c'est la dernière bataille, je dirais bien, c'est la dernière bataille politique, effectivement, de la révolution algérienne. Parce que, quand on dit c'est la dernière, parce que c'est à partir de ce 17 octobre, une semaine après, le 28 octobre, De Gaulle, justement, il a demandé à reprendre les négociations avec le GPRA, puisqu'auparavant, il y a eu des contacts, mais contacts un peu mitigés, en disant que l'Algérie du haut, le Sahara n'est pas compris, etc. Donc, ce 17 octobre, il a démontré que la révolution algérienne, que les Algériens demandent l'indépendance, l'intégrité du territoire. Il n'y a pas lieu justement de tourner autour. C'est une semaine après, le 28 octobre, De Gaulle a demandé la rencontre avec le GPRA, qui sont réunis déjà à Bâle en Suisse, justement 2 délégués du GPRA et 2 délégués du FLN, du GPRA plutôt. Les délégués du GPRA, c'était Reda Merck, ou Mohamed Zdek Ben Yahya, et de côté français, c'était Bruno Doros et Claude Chaillet. Ce n'est même pas les ministres, il a pris De Gaulle, des amis à lui, pour gérer le dossier. À Bâle en Suisse, justement, c'est ça, donc Reda Merck, dans son livre L'Algérie et Evian, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, quand on s'est mis à table, on a demandé, vous nous avez rappelé maintenant pour reprendre les négociations, est-ce qu'on va parler de l'intégrité du territoire ou encore vous continuez de dire que le Sahara n'est pas compris. Le délégué français a rétorqué sur le champ. Il a dit oui, le général de Gaulle nous a maintenant délégué pour parler de l'intégrité du territoire, de parler sérieusement de l'intégrité du territoire, mais le mot sérieusement, ça veut dire au départ, ce n'était pas du sérieux déjà, et parce que le général de Gaulle il est très inquiet des mouvements de foule du 17 octobre 61. C'est ça qui l'a dérangé, plus que les 7 ans de guerre et le sang qui a coulé. Donc cet événement, justement, après ils sont séparés bien sûr, c'était le 28 et le 29, samedi et dimanche d'ailleurs, ils sont séparés, chacun a rendu compte à son gouvernement, c'est au nom du GPRA à partir de Tunis, il avait déclaré quand on lui a rendu compte que le mouvement de foule du 17 octobre 61, il a rétorqué à De Gaulle, bien sûr, en disant que si le gouvernement français, si De Gaulle est inquiet des mouvements de foule, comme il a dit, de la marche des Algériens, on va la renouveler. Les Algériens et les Algériens de Paris vont la renouveler. Ça veut dire qu'il ne restera pas justement sur ce point-là. Justement, Mouhklichi, ce 17 octobre 61 a été, comme vous le dites, un aboutissement, un déclencheur aussi, mais selon vous, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on le commémore, on vient de le commémorer sur les quais de la Seine en France, pourquoi est-ce que côté français, on hésite toujours à sauter le pas, à dire oui, voilà ce qui s'est réellement passé? Très bien. En tous les cas, je crois qu'il y a la diaspora, justement, nos frères et sœurs d'émigrés, comme on le dit jusqu'à maintenant, ils sont là-bas, mais leur cœur, il est là, justement. Ils pensent algérien. Il y a pas de... il y a eu des associations
des associations de nos frères et sœurs, bien sûr, qui à chaque fois et chaque 17 octobre, ils manifestent, etc., pour la reconnaissance. Justement, l'association au nom de la mémoire, patronnée par Madi Lalaoui et Samia Msoudi, et ben, ceux-là, vraiment, ils sont acharnés, justement. Quand Hollande était au pouvoir, et ben, c'est Delanoë qui était maire de Paris, socialiste, bien sûr, et ben, celui qui a mis la première plaque, justement, la plaque commémorative. La première plaque au Pont Saint-Michel, justement, c'est en 2001, 40e anniversaire. En 2001, il a mis la plaque en disant, voilà, elle est bien explicative, à la mémoire de nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 60. Elle y est toujours, et la maire d'aujourd'hui, elle était en dessous du pont, elle n'est pas visible, et l'année dernière, elle l'a montée plus haut pour qu'elle soit visible partout. Beaucoup plus apparente. Et ben, Hollande, le 2012, en 2012, il a reconnu justement, justement cet événement. Et ben, par le biais justement socialiste, effectivement. Il a reconnu justement avec sérénité, il n'a pas dit les massacres, mais les événements du 17 octobre 60. La République algérienne reconnaît avec sérénité le 17 octobre 61, tout en rendant hommage à toutes les victimes. Il l'a reconnu officiellement au nom de la République française. Donc la France, on a peut-être dit qu'elle était frileuse, mais a opéré quand même ce pas en avant. Mais comment, Mouhklichi, vous expliquez que côté algérien, à chaque fois qu'il s'agit de dire est-ce que nous n'allons pas adopter une loi qui criminalise le colonialisme, tout ce qu'il a mené comme exaction contre le peuple algérien, il se trouve que chez nous, ici, il y a des gens qui freinent des quatre fers, qui bloquent des textes de loi. Par exemple, le texte de loi qui allait criminaliser le colonialisme a été bloqué, par exemple, à l'Assemblée algérienne par des gens pourtant qui étaient sous le sigle FLN. Comment vous l'expliquez? Là, je ne veux pas rentrer parce que c'est très compliqué. Ça devient un avis sur le plan politique. Moi, je ne veux pas faire. Moi, je fais de l'histoire, je ne fais pas de la politique. Pour ce qui est justement de ceux qui ont contesté, comme vous dites, à l'Assemblée nationale, justement, que... Justement, du moins empêcher que le texte ne soit adopté. Moi, je dis carrément, le Front de Libération Nationale qui a libéré l'Algérie, je le dis et je le redis, ça a été dit déjà, ce sont les députés justement de ce parti. Le FLN, ce n'est pas un parti, le peuple justement a lutté avec ce sigle-là pour libérer l'Algérie. L'Algérie est libérée et ce sigle doit être au musée, justement. Il appartient à tout le peuple. Vous enclenchez, Mouhklichi, sur ma question qui venait tout de suite après. Du coup, est-ce que ça n'accorde pas du crédit à ceux qui proposent, comme vous venez de le dire, de mettre le FLN au musée? Est-ce que c'est pas de la politique? C'est de dire, est-ce que c'est pas le moment que le FLN intègre le musée? Effectivement, le Front de Libération Nationale, quand il a été créé, justement, quand il a été créé avec les 6 qui ont déclenché la révolution, justement la Pointe Pescade, il faut dire quand ils ont décidé comment qu'on va l'appeler, comment qu'on va déclencher cette révolution, sur quelle appellation, comment. Parce que M. Salih il y est toujours. À l'époque, il y avait Abbas Farhat avec son parti, il y avait les communistes avec leur parti. Alors donc, ils ont dit comment qu'on va faire maintenant. Alors c'est là où ils ont dit un front de libération nationale. Pour éliminer toutes les différences. Tout le monde, l'ulama, etc., tout le monde doit se mettre, enfin, on a un ennemi, on va l'abattre, une fois qu'il est battu, chacun reprend ses billes. Voilà, c'est ce qui a été décidé justement. On appelle Front de Libération Nationale. Maintenant, après l'indépendance, il y a eu les communistes, ils ont repris leur parti, etc., etc. Mais ce Front de Libération Nationale, il faut le laisser propre, il faut le laisser à l'histoire, justement. Parce qu'on joue avec un sigle qui appartient au peuple. Et puis le mettre au musée, c'est pas dégradant. Hein. Le mettre au musée, le sigle, c'est pas dégradant. C'est au contraire lui donner son importance et son prestige. Effectivement, quand on dit Front de Libération Nationale, alors les islamistes maintenant, leur parti, ils vont dire quoi? Il y a des partis politiques en Algérie maintenant. Pourquoi mettre le FLN qui concerne toute l'Algérie et les morts et les vivants, justement, jouer de la politique avec?
Voilà, moi je suis pour la dissolution justement de ce parti. Ceux qui veulent faire un parti, donc les éléments, ils n'ont qu'à le faire. Le FLN est devenu justement un sigle pour falsifier, je dirais, l'histoire. Et je ne vais pas pousser pour voler de l'argent. Non, voilà. Justement, vous dites argent, vous prononcez le mot argent. Est-ce que dans cette affaire, ce qui n'est pas un peu gênant, c'est qu'on demande des comptes à la France, mais en même temps, nous avons un certain nombre de personnels politiques que je ne nommerai pas, mais qui résident en France, qui ont des intérêts en France. C'est comme si on avait avec la France un boulet, parce que les nôtres, certains des nôtres, ont des intérêts là-bas. En tous les cas, là, c'est très, très compliqué. Je ne veux pas m'avancer sur... C'est une aventure. Là, vous êtes les journalistes et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai lu sur les journaux. Ils ont donné même des noms de personnalités qui ont acheté des trucs. On n'a même pas besoin de personnaliser. On personnalise pas. Mais ils existent. Ils existent. Le fait d'être un cadre d'un gouvernement, un cadre de l'Algérie et demander une résidence à Paris, être résident en France. Des fois des nationalités, carrément. Des fois des nationalités. Bien sûr. Alors donc, ça c'est... Mais la diaspora, justement, elle refuse ça, justement. Elle refuse ça, celle actuellement, celle qui est acharnée et défend l'Algérie jusqu'à présent, justement. Les dernières marches qu'ils ont fait, ils ont fait justement pour que l'Algérie soit debout, etc., pour que la France reconnaisse tous les crimes de 1830 jusqu'à maintenant. Ce n'est pas le 17 octobre seulement. C'est clair, c'est clair et net. C'est clair et net. Il est toujours aux côtés de l'Algérie parce que même la plupart ne sont pas nés ici, sont là parce que leurs parents, ils défendent justement l'Algérie, justement. Il faut... Mais dans tout ce parcours, Mouaklichi, il y a eu des volontés un peu aussi de ternir l'image des Moudjahidines, souvent par facilité de penser, parce qu'on essaie de ne pas réfléchir de manière un peu plus profonde. On dit, oui, de toute façon, les Moudjahides, c'est des rentiers, c'est des gens qui ont profité de leur statut. Alors ça a mis une sorte de barrière psychologique, repoussoire, entre les jeunes générations, à qui on a présenté cette image repoussoire, et leurs aînés, entre autres vous, qui avez libéré le pays. Comment on fait aujourd'hui pour retisser le lien entre ces deux générations? Ça, là, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas... Donc moi j'ai fait mon devoir à l'âge de 21 ans que j'ai intégré l'UFLM, bien sûr, à Paris. Donc c'est pour ça mon nom de guerre, c'est Mouaklichi, parce que j'étais à Clichy. Voilà, c'est ça le nom de guerre. Maintenant, pour rentrer dans l'esprit de certains qui ont balancé leur pays pour l'argent ou pour avoir un titre ou quelque chose à l'étranger, là, justement, je dirais le mot carrément, c'est criminel pour moi, justement. Autrement, le diaspora, dans sa majorité, il est toujours avec l'Algérie, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même 5 millions d'Algériens et d'Algériennes en France. Alors donc quand même c'est un apport même financier, je dirais bien, comme la révolution algérienne, elle a été financée par l'immigration. Il faut dire les choses. L'immigration qui a financé la révolution algérienne à concurrence de 80% du budget de l'État. C'est les statistiques reconnues par le GPRA. Donc cette diaspora aujourd'hui, avec leur savoir, etc., ils peuvent jouer un rôle très important pour nous aider, même sur le plan touriste, pour le tourisme, etc. Au-delà, mais sur la transmission vers la jeunesse, Si Mohamed, je crois que vous faites un travail en allant donner des conférences, en discutant avec les jeunes générations autour de cette histoire qui est, pour certains, pour beaucoup même d'entre eux, méconnue. Vous faites un travail. Je sais que vous avez animé beaucoup de conférences autour de cela. Eh bien, là, moi, j'ai participé. Moi, quand on m'invite en France, si j'arrive à avoir un visa, des fois, on me refuse le visa. Je vous le dis, hein. Quand j'obtiens un visa, la première des choses, je vais là-bas pour contacter les communistes et socialistes, c'est eux qui m'invitent, justement pour parler justement de l'événement et à parler de l'ensemble justement de la révolution, l'immigration de l'époque. Ouais. Et ben, pour vous dire, le 17 octobre par exemple, cet événement, cette bataille, la dernière bataille du FLN, bien sûr, du vrai FLN. Ce que vous avez appelé l'aboutissement. Je suis le seul acteur, je dirais, c'est malheureux de le dire. Ce n'est pas pour me vanter, je suis le seul acteur qui a écrit justement ces événements parce que je l'ai vécu de A à Z, justement. On voit si vous permettez, on voit votre livre que nous présentons, c'est votre témoignage autour de ces événements. C'est un témoignage qu'il faut laisser justement
Alors, alors, en France, il y a 30 livres qui sont écrits sur le 17 octobre. Les historiens français et les écrivains français. 30 livres. Alors donc, c'est ceux qui ont fait le crime et c'est eux qui le font connaître qui produisent le plus. À leur population. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait justement pour que ce 17 octobre soit connu par nos enfants? Eh bien, ils ont baptisé les Français, enfin, il y a des communes socialistes et communistes. Pardon. Ils ont baptisé des rues, ils ont baptisé la jeune Fatima Abdar, le jeune de 15 ans, jetée à la Seine, justement, la mairie de Saint-Denis, là où elle était au collège, justement. Ils ont baptisé un quartier en son nom, justement, là-bas, justement, en mettant la plus jeune victime du 17 octobre 61. Qu'est-ce qu'on a fait ici, justement? La seule commune, là où il est né à Tichy, il y a 2 ans de ça seulement, elle aurait dû se faire bien avant. Donc c'était hier, quoi, c'était il y a quelques temps. Une cité en son nom, autrement ici, il n'est pas connu. Alors, ceci pour le 17. Le président Tebboune a choisi le 1er novembre pour le référendum sur la constitution remaniée. Oui. Ça vous semble un bon choix, cette date? Bien sûr, oui, pour moi, ça rappelle déjà nos enfants, le 1er novembre, ils connaissent ce que c'est le déclenchement de la révolution. Puisqu'on parle de l'Algérie nouvelle, eh ben, le 1er novembre bis, eh ben, on va renouveler justement l'esprit et en même temps la marche justement de l'Algérie dans la foulée des pays. Oui, je vous pose la question. Je vous pose la question, c'est Mohamed, parce qu'il y a des voix qui se sont élevées disant c'est tout de même le 1er novembre, c'est une date sacrée, il ne faut pas l'associer à un vote. Qu'est-ce que vous en pensez de ces critiques? Là, c'est des esprits. Chacun fait une analyse à sa manière. On ne va pas rentrer dans l'esprit de chaque individu, de chaque Algérien. Chacun, il le fait. Mais la logique, je la prends pour une date historique, bien sûr, et qui ont déclenché la révolution. Donc, quand on parle déjà, puisqu'on parle de l'Algérie nouvelle, donc c'est le démarrage d'une Algérie sur un pied, justement, ce qui a été dit dans l'appel du 1er novembre de 54. Voilà. Autre événement qui va être associé au 1er novembre cette année, tout autour, ça sera soit juste avant ou le lendemain, c'est l'inauguration de la grande mosquée d'Alger, un méga projet, un projet qui avait été initié par le président Abdelaziz Bouteflika précédent. Il y a le risque peut-être, je vous pose la question, d'aller un peu dans le sens du discours notamment des islamistes qui eux disent oui mais le 1er novembre, alors ça vous allez nous donner votre témoignage à vous en tant que révolutionnaire, le 1er novembre ça s'est fait d'abord la déclaration du 1er novembre et la lutte ensuite s'est faite au nom de l'islam. On a combattu au nom de l'islam au déclenchement de la révolution? Je ne vois pas pourquoi mettre l'islam dans l'islam. C'est dans leur argumentaire. L'islam, il appartient à tout le peuple. Celui qui veut faire sa prière, il la fait. Celui qui veut prendre sa bière, il la prend. Alors, donc, laissons le bon Dieu faire son travail. Justement, arrêtons de jouer le mot islam. Comme m'a dit Boudia Flair, toute l'Algérie est musulmane et on crée un parti musulman. Donc il y a des super, des moyens, etc. Non, l'islam, il faut le mettre de côté. La mosquée, c'est pour faire la prière, ce n'est pas pour faire des discours, exactement pour faire la prière. Et Mohammedia, moi je pense que la mosquée, elle est bien placée, mais justement, pour remplacer la vigerie. Parce que l'ex-la vigerie. De triste mémoire. Ça, c'est un point qu'il faut marquer. Il faut que nos enfants connaissent. Qu'est-ce que c'est la vigerie, justement? La vigerie, voilà. Ça tombe bien, c'est Mohamed, parce que à propos de nos enfants, nous nous sommes amusés, nous, si on peut parler d'amusement dans le domaine, à poser des questions sur les dates importantes de notre histoire à des collégiens, à des lycéens et même à des personnes plus âgées. Bien sûr. Et ça, le résultat est terrible. Des réponses souvent approximatives, des confusions de dates et même parfois une forme de dédain par rapport à cette histoire. Comment on en est arrivé là, Mouha Clichy? Là, je ne vais pas rentrer encore dans une polémique politique, je dirais le mot, mais pour moi, et que Dieu justement me donne encore ce courage pour dire des vérités, on a traîné depuis 62. Je dirais carrément, c'est le démarrage de 62, elle était mal fait. Après l'indépendance, ça a été mal fait, justement. Et c'est ce que nous traînons jusqu'à présent. Et le président Halien, justement,
président Tebboune, eh ben, je crois que quand on parle de l'Algérie nouvelle, ça veut dire on balaye tous les séquelles d'avant pour redémarrer l'Algérie sur de bonnes conditions. Mais justement, un des mots d'ordre du président Tebboune, ça a été dans son programme de candidat, et c'est dans son programme aujourd'hui de président en poste, cette deuxième République, la nouvelle Algérie. Bien sûr. Quel regard, vous, Si Mohamed, vous portez sur la première République, celle pour laquelle vous avez combattu l'arme à la main? Nous, on a combattu justement pour sortir le colonialisme. Parce qu'on a souffert, nos parents, nos grands-parents, ils ont souffert du colonialisme, etc. Et si ce n'était pas le colonialisme, mon père ne serait pas en France pour travailler, pour nous envoyer un mandat pour manger du pain. Si ce n'était pas le colonialisme, moi-même, j'avais 21 ans, au lieu de travailler chez moi, etc., de faire des études ici, je n'arrive pas à faire des études parce que les moyens ne me permettent pas. J'étais obligé moi aussi d'y aller là-bas, d'y aller en France pour travailler, etc. Donc, c'est ceux-là qui m'ont poussé à épouser, ça veut dire à adhérer au FLN. Le FLN, bien sûr. Originel. À adhérer et combattre justement l'ennemi, justement, sur son territoire pour recouvrir l'indépendance, justement. Et ben, donc, maintenant, nos enfants, il faut qu'ils lisent un peu, parce que l'Internet a un peu perturbé un peu leur situation. Il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils suivent les avis de leur père, de leur grand-père, etc. Quel est le passé? Aimé Césaire a bien dit, un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Alors, celui qui ne sait pas d'où il est venu, ses origines, il ne peut pas savoir où il va. Son avenir, il est brouillé, justement. C'est pour ça que nos enfants, maintenant, la plupart, ils voient la mer Méditerranée, ils voient en face. Ils voient l'Algérie derrière et Marseille en face. Ça, justement, il faut qu'on leur inculque, justement, cet esprit de nationaliste pour aimer son pays, quelle que soit la situation, aimer son pays. Mais il n'y a pas de processus magique, Mouhklichi. Si aussi nos enfants n'ont pas ces lieux où ils peuvent étudier cette histoire, où ils peuvent aller à la rencontre de leur passé, c'est parce que nous aussi, adultes, nous avons fait disparaître des réseaux entiers de bibliothèques, de lieux de culture, de lieux de rayonnement. Ça, c'est pas la faute des parents. Effectivement, c'est à cause des gouvernants et en même temps à cause, je dirais, des moudjahidines. Je fais partie, mais les moudjahidines, il y en a qui refusent de parler. Il y en a qui pour l'intérêt, ils cherchent que la pension, qu'est-ce qu'on nous a donné, qu'est-ce qu'on nous a augmenté. Ils ne donnent pas, ils n'informent pas justement ces enfants et les gens même du quartier, etc. Moi, j'ai fait une quarantaine de lycées. Le lycée volontaire, justement pour c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes souvent sur des missions comme ça, de volontariat. Je fais ça personnellement, dans les lycées, comme les directeurs de lycée se donnent le mot. Alors venez, c'est une question pédagogique, etc. Moi, j'ai fait les universités, j'ai fait les lycées. En tant que simple militant, je ne dirais pas que j'étais un simple militant, qui a sa responsabilité justement à Paris. Et en même temps, mon niveau intellectuel, j'ai eu mon certificat d'études en 1950, donc je n'avais pas un niveau, mais le nationalisme, on n'a pas besoin de niveau intellectuel pour aimer son pays. Enfin, vous êtes modeste, parce que le certificat de l'époque avait valeur. Oui, d'accord, mais les moudjahidines, moi j'implique les moudjahidines, ils sont responsables de cette situation. Les moudjahidines sont responsables parce qu'ils ne parlent pas, ou là ils ont des choses à se reprocher, ils ont peur de parler. Si les moudjahidines parlent autour d'eux, etc., on là se porte volontaire dans des réunions, des forums, etc., des réunions, pour parler de ce qu'ils ont vécu. C'est tout. On n'a pas à faire une analyse, dire ce que vous avez vécu. Eh ben, comment tu as passé ta jeunesse, etc. Ton père, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Donc tout ça. Dit brutalement, il y a eu rupture du lien, il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas eu de transmission. C'est ça. Et après, ces moudjahidines qui refusent de parler, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ceux qui sont un peu... parce qu'ils n'ont rien fait dans la Révolution. Et ce sont ceux qui ont avancé en disant, c'est moi qui ai fait, etc. Personne ne leur dit... Les révolutionnaires du dernier quart d'heure. Voilà, c'est ça. Voilà. Personne ne leur dit, taisez-vous, parce que vous n'avez rien fait.
Il y en a qui constatent, il y a même des harkis connus justement, et ben, ils ont pris des postes et on le dit dans la rue, هذاك حركي etc. روح قول له justement, va voir son chef, قول له هذا حركي. Non, on a tendance justement à faire le radio-trottoir que de faire des procédures normales. Justement. Nous arrivons à la fin de cette émission, Mouhak Clichy, et cette dernière question. Pensez-vous, comme le disent certains, que quelque part le rêve et l'idéal des combattants que vous avez été a été un peu détourné, voire confisqué par les prédateurs dont vous parliez à l'instant, ces opportunistes? Si c'est oui, alors à partir de quel moment Mouhak Clichy s'est dit là, on est en train de faire fausse route? Là, je ne peux pas prédire ce que Dieu justement a mis sur... Là, je ne peux pas prédire. Ce que je peux dire, parce que dire il fallait faire ça, pourquoi on a fait ça, moi je ne vais pas faire cette analyse. Mais le constat, pas sur le constat de ce qu'on nous avons fait. Le constat, moi je le fais à titre personnel, comme ça, je vous ai dit, les Moudjahidines, ils doivent parler de ce qu'ils ont fait, comment, etc., pour que leurs enfants, les enfants, etc., puissent comprendre qu'est-ce que c'est ce passé-là. Parce que là, quand on parle de Hassib Mbouali, par exemple, les jeunes, ils sont un peu Hassib Mbouali, quel âge il est mort, etc., etc. Et bien, après, c'est oublié, c'est terminé. Pourquoi qu'il s'est sacrifié? Pourquoi toutes ces victimes-là, comme la nôtre, la Fatima Abda, qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'Algérie? Il est né ici, d'accord, mais à 5 ans, il est parti là-bas. Son père, ses parents lui ont dit, quand il avait 15 ans, lui ont dit, voilà, le FLN, non, on fait partie justement du FLN. Ils nous ont demandé d'y aller à Paris, etc. On est heureux d'y aller pour défendre justement l'Algérie. Alors, ils lui ont dit que toi, tu n'as qu'à rentrer, qu'après l'école, tu rentres à la maison pour garder tes frères et sœurs parce que c'est l'aîné, elle. Alors, il leur a répondu, moi aussi, je suis grande, moi aussi, je défends l'Algérie. Et ben, donc, il s'est bagarré même avec sa mère. Et ben, après, justement, dans la soirée, bien sûr, ses parents, ils sont partis à Paris, parce que c'est à Paris que la marche devait se faire. Et elle, on lui a dit aller à la maison comme sa mère lui a indiqué. Et ben, il a pris son cartable et il est parti à Paris. Avant d'arriver à Paris, dans le canal Saint-Denis, et ben, c'était la nuit, bien sûr, et ben, il a été pris avec une soixantaine d'Algériens qui ont pris le car justement pour arriver là-bas. Il a été pris là-bas, elle et les autres, ils l'ont tué, ils les ont jetés au canal Saint-Denis. Donc voilà, 15 ans, il a dit je vais mourir pour mon pays. Et elle est morte pour le pays. Et si vous posez la question, moi, elle a dit elle n'a pas dit je vais mourir, puisqu'elle a dit moi aussi je suis grande, je veux défendre justement notre pays. Oui, mais combien d'Algériens, jeunes Algériens, aujourd'hui, ici en Algérie, connaissent son histoire? Je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, ils ne la connaissent pas parce qu'elle n'est pas connue ici, là, en Algérie. C'est terrible. Elle n'est pas connue. On aurait dû le parler même dans les lycées, dans les universités. On devait parler justement de ce symbole. C'est le symbole, c'est la Hassib Mbouali Tana, et c'est la Melika Gaïd, c'est tout ce qui s'ensuit. Voilà, pourquoi qu'on parle que de ça, on ne parle pas des émigrés là-bas, ceux qui ont laissé leur peau là-bas. Dans notre modeste contribution, eh bien, le message, j'espère, va passer pour qu'enfin cette héroïne trouve la place qui doit être la sienne dans l'histoire de l'Algérie. Mouhak Clichy, merci. Merci Mohamed Rafir d'avoir accepté notre invitation pour ce 18e numéro de LSA Direct. Je rappelle que vous avez été l'une des figures de la révolution algérienne, notamment dans le combat sur les terres mêmes du colonialisme, sur le sol français, où entre autres vous avez été l'un des organisateurs du 17 octobre 1961. Merci et respect, Mouhak Clichy. Quant à vous, amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de LSA Direct, émission d'actualité du soir d'Algérie. LSA Direct, c'est tous les dimanches à 10h. Et si c'est avec les mesures barrières et les règles de distanciation physique, ça sera encore mieux.